Franc-parler, Honoré Naoum. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Vous écoutez la 94.3 et c'est un plaisir de vous savoir à l'écoute de la voix des Cotonois. Bienvenue sur la Dominicale de vérité, franc-parler. Bienvenue à vous, à nouveau, après des semaines de repos selon le calendrier scolaire. Apprenants et enseignants sont appelés à reprendre le chemin des classes. Pour l'école, les défis restent entiers. Le niveau des enseignants, le cadre de travail, le matériel didactique et bien entendu le niveau de connaissance aussi des enfants. L'implication des parents, toute chose qu'il faut mettre en musique véritablement pour une bonne année scolaire. Pour en parler ce dimanche sur Franc-Parler, nous recevons Monsieur Yvon Mwendéou. Bonjour à vous. Bonjour, cher journaliste. Alors, vous êtes conseiller pédagogique des sciences de la vie et de la terre, SVT comme on le dit. Anciennement, on parle bien entendu de biologie. Alors, bonjour à vous, Monsieur Yvon Dichenou. Yvon Mwendéou. Oui, voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. Et pour penser à quelqu'un que vous connaissez bien, M. Dichenou. Voilà. Oui. Nous vous remercions pour votre disponibilité à ce programme, à la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Ticket et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert, auditrices et auditeurs, à 11h15 pour vous permettre de poser vos questions ou de faire, bien entendu, vos suggestions et compléments sur cette émission. Vous aurez appelé les numéros 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Et je vous retrouve, Monsieur Yvon Mwendéou. Alors, je voudrais d'abord vous demander, mais quelles sont les conditions à remplir pour devenir conseiller pédagogique? Merci pour l'honneur que vous faites à ma petite personne en m'invitant sur cette émission qui désormais fait parler d'elle, compte tenu de la thématique très diversifiée qui s'y développe. Merci beaucoup à vous. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour saluer tous les auditeurs et pour le rendez-vous qu'ils ont pris pour ce matin. D'accord, merci. Et pour être conseiller pédagogique, anciennement, pour dire jusqu'à il y a 2 ans, et il faut avoir fait preuve d'expérience sur le terrain avec un diplôme professionnel, un CAPES. D'accord. Et avoir été constaté comme un élément qui, de par sa pratique en situation de classe, peut impacter et accompagner les autres enseignants. Et cette observation, elle est générale. Elle est faite par les structures, l'inspection pédagogique qui vous identifie et qui vous propose la nomination. Donc il n'y a pas seulement compter sur une formation. Il y a, puisque enseignant que vous êtes, c'est que vous avez une qualification de base. D'accord. Et sur le terrain, vous faites preuve de leadership, vous faites preuve d'un travail de qualité. Et vous êtes identifié, mais vous subissez une formation pour qui élève votre niveau pour jouer ce rôle de suivi. Donc il faut forcément, dans le passé, vous identifier d'abord. Oui, il faut qu'on vous identifie comme étant... Donc il faut avoir une bonne posture. Il faut avoir une bonne posture. Mais les choses ont évolué et ont très bien évolué aussi, il faut le dire. Et dans la démarche qualité, il s'est fait donc qu'avec l'accompagnement et les propositions qui sont faites de part et d'autre, eh bien, l'État a décidé finalement, avec le nouveau statut de l'enseignement, que pour devenir CP, il faut avoir passé un concours. D'accord. Il faut avoir passé un concours. Donc, nous constituons la première promotion qui, en fait, s'est retrouvée dans le corps des CP de fait, conseiller pédagogique, après une formation diplômante.
et qui fait de nous des détenteurs d'un certificat. La formation avant le concours, bien le concours et après la formation. Le concours et après la formation. Mais nous, comme nous sommes une promotion transitoire, tout à fait. Et nous sommes déjà conseillers pédagogiques, nous étions déjà conseillers pédagogiques avant la réforme. Non, nommés avant les mesures là. Oui. Donc nous sommes pour ceux qui ont rempli les conditions pour l'heure, nous avons été à la formation, passé les examens régulièrement et nous sommes conseillers pédagogiques titulaires d'un certificat d'aptitude à la fonction de conseiller pédagogique. D'accord. Merci beaucoup à vous de planter le décor avec nous. Merci. Pour nous permettre de mieux savoir les conditions à remplir véritablement pour être conseiller pédagogique. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Le conseiller pédagogique joue quel rôle ? Comme je viens de le dire, il est un élément important du système éducatif. D'accord. Et quand on parle du système éducatif, il y a un certain nombre d'acteurs. Il y a les acteurs classiques. Maintenant, il y a, puisque ça parle éducation, ça parle école. Tout à fait. Et il est important que les enseignants qui se retrouvent en situation pour enseigner nos apprenants, pour les mettre dans les conditions pour qu'il y ait apprentissage, et puissent avoir derrière des équipes qui regardent de plus près et comment cela se passe. Et pour assurer, bien entendu, le respect des normes. Mais il est également important que ces enseignants, lorsqu'ils sont en situation difficile, ils puissent trouver un répondant. Et le répondant à la base, donc répondant le plus proche, reste le conseiller pédagogique, qui appartient au corps de contrôle. Maintenant, le conseiller pédagogique, lui, il répond à l'expression pédagogique. Donc, notre mission, c'est d'abord de suivre et d'orienter, d'accompagner l'application des normes et règles d'apprentissage. D'accord. C'est également organiser et animer les sessions de formation continue de proximité au profit du personnel enseignant dans sa zone de responsabilité, de participer à différentes campagnes pédagogiques au profit de l'enseignant, et d'assurer l'accompagnement, l'encadrement de tous ceux qui sont dans le système et qui interviennent sur les apprenants dans le processus d'apprentissage. Voilà. Donc, essentiellement, c'est de ça qu'il s'agit. Nous intervenons pour assurer également les animations pédagogiques de zone. Bien. Maintenant, ça, c'est des verbes pour des mots pour dire ce que nous faisons. Mais quand on regarde dans la pratique, on nous verra dans des activités concrètes qui témoignent de l'impact que nous pouvons avoir sur la qualité du système. Et on nous verra en train de faire des visites de classe. Ok. Oui, on nous verra en train de faire des inopiné ou bien non, ça fait partie. Il faut annoncer l'arrivée. Non, on n'annonce pas l'arrivée parce que si on annonce l'arrivée, on peut biaiser la chose. Et le principe reste que tout enseignant en situation de classe et qui dispose d'un emploi du temps qui est connu doit s'attendre à ce que on puisse passer dans sa classe pour voir comment ça fonctionne. Oui. En fait, nous ne sommes pas des gendarmes, nous ne sommes pas des bourreaux. Nous sommes, comme ça s'indique, des conseillers pédagogiques. Oui. Donc, la relation avec les enseignants est une relation apaisée. Mais dans la rigueur. Dans la rigueur, c'est une relation apaisée, dans la rigueur. Dans la rigueur, dans la mesure où nous devons faire le rapport sur tout ce que nous constatons. Nous devons échanger avec les enseignants sur ce qui marche quand nous allons dans les classes et ce sur quoi ils ont besoin d'un accompagnement à long terme ou d'une remédiation immédiate. Nous le faisons en même temps. Donc, si nous faisons plus de complaisance, on aurait raté notre mission. Tout à fait. Oui, donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous parliez tantôt des enseignants qui pourraient donc avoir un problème et ces enseignants auraient besoin quand même
d'une oreille ou bien des oreilles pour les écouter. Tout à fait. Vous pouvez nous donner juste un exemple? Bien. Vous allez, par exemple, en situation de classe et vous constatez qu'un enseignant, alors qu'il a programmé sa séance, il a préparé sa fiche, dans son déroulé, il constate, on se rend compte qu'il n'a pas pu mettre tous les apprenants en situation pour une réflexion pouvant leur permettre d'aller à la construction du savoir. D'accord. Et cela, vous vous rendez compte par ce fait, en creusant, que c'est lié peut-être à la qualité du support qu'il a proposé. D'accord. Ou bien à des difficultés qu'il a pour rebondir rapidement par rapport aux préoccupations des élèves sur la difficulté de l'heure. Vous devez pouvoir lui apporter des solutions, des pistes, et par rapport au support, lui donner des références pour qu'il puisse y aller, ou bien c'est les consignes qui sont mal formulées, ou mal formulées en griffe, qui sont formulées de sorte que ça ne donne pas l'autonomie à l'apprenant. Donc, vous allez lui suggérer des formulations pour que les prochaines fois, ça puisse se faire avec des résultats plus intéressants. C'est ça. Voilà. Alors, globalement, cette mission pour vous, c'est une mission fastidieuse ou bien tout simplement on a du plaisir à exécuter cette mission? C'est quand vous êtes un amoureux de la question de l'apprentissage, c'est passionnant. Et c'est passionnant d'ailleurs pour tout le monde, pour tous ceux qui y sont. Le reste, c'est la satisfaction que l'on doit pouvoir tirer quand l'action que vous faites, quand l'accompagnement que vous faites est suivi de résultats probants. C'est ça. C'est la satisfaction, la plus grosse satisfaction, d'abord pour nous autres, morale et pour toute la nation. Et pour toute la nation. Maintenant, après, pour toute œuvre humaine, on s'attend à un mieux-être. C'est ça. Voilà. Donc, vous voulez nous dire que les conseillers pédagogiques ne sont pas mieux lotis, c'est ça? Bon, c'est humain de dire qu'on a toujours envie d'être mieux logé. On a toujours envie d'être mieux. Alors, c'est une occasion pour vous de dire, par exemple, à l'autorité quelques difficultés que les conseillers pédagogiques rencontrent dans la mission confiée. Bon, c'est vrai, c'est une mission passionnante, mais elle serait plus aisée, et plus profitable pour le système lorsque l'effectif que nous constituons est de nature à couvrir vraiment les besoins sur le terrain. Alors, vous intervenez où? Oui, je suis à Souléré, à Cotonou. C'est ça. Donc, dans le département ici, le littoral. Nous avons 18 collèges à sillonner. Non, pas seul. Pas discipline. Vous voyez la difficulté que nous avons pas discipline, et ce n'est pas seulement pour le littoral, c'est sur le plan national, et les autorités en ont conscience et réfléchissent d'ailleurs là-dessus pour trouver les formules pour que le ratio soit de nature à permettre un meilleur rendement. Et c'est pas que les gens soient ignorants de ce qui se passe, mais la solution n'est pas encore trouvée, et on fait avec les moyens de bord. Sinon, ce qui serait vraiment souhaitable, c'est que le CP, le conseiller pédagogique, ait une facilité de mobilité. D'abord, une facilité de mobilité. D'accord. Un matériel roulant. Un matériel roulant. Quand vous êtes à Cotonou, la chose est relativement aisée. Mais quand vous sortez de Cotonou, c'est vraiment très compliqué. Traverser les ravins, traverser la brousse. Voilà, c'est vrai que nous avons des primes de carburation mais à la réalité d'aujourd'hui, ces primes ne valent plus grand chose. Donc,
Voilà les deux aspects sur lesquels les gens pourraient jouer pour améliorer l'impact que nous avons sur le système. D'accord. D'abord l'effectif, faciliter le déplacement et bonifier le travail que nous faisons. Tout à fait. Voilà. Donc, ce que je voudrais savoir à présent, dans cette mission-là que vous avez en tant que conseiller pédagogique, est-ce que vous êtes encore dans la praticabilité? Absolument. Nous sommes dans la praticabilité. Vous donnez des cours aussi? Nous donnons des cours. Nous donnons des cours, mais nous n'avons pas la même masse horaire de cours que les enseignants de cours. Nous sommes à 12 heures de cours. D'accord. Par semaine? Par semaine, alors que les collègues enseignants, les tout cours sont à 18 heures ou plus. D'accord. Donc, la masse horaire qui nous a été accordée là nous permet d'être sur le terrain. Ce n'est pas pour aller boire du café non, pour le plaisir, non c'est pour travailler. C'est pour travailler et il y a du travail. D'accord. Et il y a du travail. D'accord. Merci beaucoup à vous d'aider donc les auditeurs à comprendre en tant soit peu la mission que les conseillers pédagogiques jouent au Bénin de façon fondamentale. Nous allons poursuivre cette émission, auditrices et auditeurs. Alors, j'aimerais que vous puissiez me dire sur ce plateau ou dire aux auditeurs votre regard sur l'année qui s'est achevée. L'année qui s'est écoulée a eu le mérite d'avoir été une année apaisée. Et qui a permis à chacun des on entend souvent ce mot, hein? Oui, oui, on entend ce mot parce que... Qu'est-ce qu'on y met concrètement? Bon, qu'est-ce qu'on y met? Année apaisée. Apaisée, c'est le regard sur le passé et qui autorise à dire ces choses-là. Oui. C'est année apaisée parce qu'il n'y a pas eu des mouvements de débrayage, des mouvements de grève qui conduisent à des interruptions et qui créent des tensions dans le système. Il n'y a pas eu ça. Donc, de ce point de vue, nous considérons que c'est une année apaisée. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est bien logé et qu'il n'y a plus rien du tout à faire. L'autorité même sait. Bon, de part et d'autre, on se fait des concessions pour que les choses avancent. Tout ce qu'on peut souhaiter du bien est que de temps en temps, on puisse savoir qu'il y a des gens qui s'y mettent et qui font un sacrifice et qu'il faut pouvoir le leur reconnaître. Donc on peut dire que l'année passée a été une année apaisée. Les choses se sont passées comme cela se doit, c'est ça? Et que le dispositif mis en place pour accompagner les apprenants a fonctionné et a produit des résultats par rapport auxquels on peut se frotter les mains. Mais nous sommes dans un domaine où il faut toujours chercher à aller encore un peu plus loin. Et toutes les fois qu'il y a un élève qui n'a pas réussi, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Donc, de ce point de vue, globalement pris, on peut considérer qu'elle a été une année positive du point de vue des résultats, puisqu'il y a eu quelques bons qualitatifs, aussi bien au qualitatif et quantitatif, aussi bien au BPC qu'au baccalauréat. Il faut dire aussi que dans le département ici, nous avons bénéficié d'un accompagnement assez particulier et qui a pris corps depuis 3 ans avec la mairie qui organise des TD dans tout le système primaire, secondaire, et cela a participé de beaucoup à l'amélioration des résultats. Ça, c'est très positif. La direction départementale l'a accompagné aussi avec des initiatives propres, des séances de bachotage qui ont été préparées par nous, CP, des épreuves, des outils qui sont apprêtés, et les ateliers disciplinaires ont utilisé ces outils pour faire les séances de révision avec les apprenants. Cela a participé de beaucoup à l'amélioration des résultats et il faut remercier tous les acteurs qui ont permis ces choses-là. D'accord. Alors, la semaine qui s'ouvre, bien entendu, dès le lundi 11 septembre, nous rentrons dans la dynamique
effectivement de la rentrée, où on parle de pré-rentrée. Qu'est-ce que vous aviez fait pour préparer, par exemple, cette pré-rentrée? Comment ça se prépare? La pré-rentrée, c'est d'abord un tout premier signe. Hein, c'est les journées, ce sont les journées de réflexion. Les journées pédagogiques nationales là, de réflexion, de concertation, qui constituent une occasion pour que tous les acteurs commencent par réfléchir sur les questions de l'école. Et cette année, ça a été autour du thème relatif au décrochage scolaire. Décrochage scolaire. Décrochage scolaire. Ceux qui abandonnent. Ceux qui, pour une raison ou une autre, sortent du système et qui trouvent d'autres moyens de revenir ou d'aller dans l'éducation des adultes. D'accord. Bien. Donc, nous avons passé la première journée à réfléchir sur ces questions-là pour faire des propositions de sorte qu'on puisse garder le maximum de gens dans le système scolaire pour qu'ils puissent jusqu'à la fin, jusqu'en classe de terminale. Puisque, tout au moins. Oui, puisque l'enseignement de base va jusque-là, désormais. Donc, ça a été le premier point. La deuxième journée... Donc, fondamentalement, je voudrais qu'on marque une pause sur ce niveau-là. Oui. Donc, ce qui est exigé aujourd'hui, c'est que chaque enfant qui naît au Bénin puisse avoir le bac. Oui, chaque enfant qui naît au Bénin puisse aller à l'école jusqu'en classe de terminale et qu'il en sorte avec le diplôme prévu à cet effet. Le baccalauréat. Le baccalauréat. Il peut être un baccalauréat technique, il peut être un baccalauréat général. Il faut qu'il y aille jusque-là. Et je crois que si cet objectif fait atteint, on aurait réglé un problème. En tout cas, on se serait mis résolument sur la voie du développement. Tout à fait. Oui. D'accord. Donc, le défi reste encore entier à ce niveau-là. Il est entier, donc il faut faire tout pour que les élèves y restent. Et à cet effet, le gouvernement fait beaucoup d'efforts avec des projets qui permettent de maintenir les élèves à l'école, des projets pour les cantines scolaires. Les cantines scolaires, ça c'est énorme et ça fait du Bénin un pays tout à fait spécial sur la question. Il y a le projet Suède qui accorde les frais comment on dit ça, qui accompagnent les enfants qui viennent des familles démunies et qui leur donne le petit déjeuner. Parce qu'on a appris, on transfère même de l'argent. De l'argent, voilà. Et donc, ça fonctionne. Il reste à certainement l'améliorer et à l'étendre encore davantage. Je crois que c'est des dispositions qui sont de nature à faire en sorte que on puisse aller vers l'objectif qui est affiché. C'est ça. Bien. Donc, au cours de cette journée de réflexion, vous aviez étudié on a regardé ces aspects-là. La deuxième journée a été l'occasion de rentrer dans les questions qui concernent directement l'apprentissage. Donc, il y a pour apprendre, il faut planifier. Voilà. Il faut planifier l'apprentissage. Donc, les structures qu'il faut ont déjà fait la direction de l'inspection pédagogique par les structures spécialisées. A déjà mis à la disposition le planning pour toutes les disciplines. Et donc, on a pris connaissance et s'est approprié de ce planning-là, la deuxième journée. On a discuté des questions de manuel, puisqu'il y a un arrêté qui prévoit les manuels scolaires sur 2 ans. Donc, l'arrêté est pris, les choix sont faits depuis l'année dernière, donc les mêmes documents sont autorisés jusqu'à l'année 2023-2024. Au moment d'acheter les fournitures, par exemple, il y a même les vendeurs qui vous disent ne prenez pas encore tel document, parce qu'on ne sait pas si ça va être retenu ou bien vous attendez la rentrée avant de les acheter. Peut-être qu'ils n'ont pas forcément l'information. Sinon, les manuels qui sont autorisés par l'État sont connus.
puisqu'il y a un arrêté qui les fixe. C'est ça. Parce qu'une équipe spécialisée a travaillé... Disponible en quantité suffisante? Quand je dis sont connus. Oui. Sont connus. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il faut aller les acheter. Tout à fait. Il faut aller les acheter. C'est peut-être là qu'il y a... Il faut les produire. Il faut les produire. Il y en a qui sont produits par les promoteurs. Et c'est vrai qu'il y a cette difficulté que quand l'année démarre, on n'a pas toujours tout ce qui est prévu et autorisé et pour que les élèves puissent faire les travaux en situation de classe. Ça, c'est un gros problème. Mais je crois que l'État peut réfléchir et trouver des solutions. Nous avons des idées là-dessus. C'est possible de corriger ça. D'accord. Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, à la veille de cette rentrée, bon, on parle de pré-rentrée et tout, qu'est-ce qui se fera dans la première semaine, par exemple? Dans la première semaine, la pré-rentrée, c'est déjà le lundi. Tout à fait. Ça commence demain. Le lundi 11. Le lundi 11. Il y a donc que tous les enseignants doivent être à leur poste pour s'informer de leur emploi du temps. Et donc, les administrations des différentes écoles, des différents collèges vont préparer les lieux physiquement, le matériel, table, banc et autres vont être disposés dans les salles. Et les travaux de nettoyage qu'il faut. Souvent, c'est pas nettoyé. Hein. Souvent, mais... Parce que le jour où vous amenez les enfants, c'est la poussière un peu partout. Voilà. Ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Mais l'autorité a déjà fait, au niveau départemental, des séances avec les chefs d'établissement pour que, effectivement, la date prévue pour la rentrée soit la date de démarrage des cours. Donc, il est nécessaire pour que, si cet objectif soit atteint, pour que on fasse tout ce qui est nécessaire pour que effectivement le 18 là, les cours démarrent. Donc, avant le 18, tous les emplois du temps doivent être déjà distribués. Et tous les enseignants puissent déjà informer du planning et des manuels au programme, doit pouvoir monter les activités et tout pour que effectivement dès le 18 les cours démarrent. Donc on prend une bonne semaine pour ça. Oui. Est-ce que vous m'assurez sur ce plateau et aussi les auditeurs que les enseignants ont été bien recyclés pour prendre en main l'année scolaire? Bien. Les enseignants sont dans les bonnes dispositions d'esprit pour aller en classe. Mais ils ont besoin de quelques petits détails, je crois, qui vont se régler dans cette semaine-là. Quand je dis petits détails, il y a des aspects un peu psychologiques qui vous préparent à l'affaire. Pour étant du milieu, restituer un peu les choses. Il y a que les enseignants ont besoin de leur prime de rentrée et qui n'est pas de leur prime de rentrée. Et le gouvernement a prévu que les primes soient mensualisées. Et ça fait... Ça frustre un peu. Parce que quand on prend les primes ensemble, on arrive peut-être à mieux préparer la rentrée des enfants. Tout à fait. Non, c'est humain. Oui. C'est humain. Moi, je fais l'image, je projette l'image suivante. Si vous avez votre enfant à qui vous donnez, j'essaie un peu, 1000 francs par jour, sur les 5 jours ouvrables de la semaine. Et que par la suite, vous l'habituez, vous dites, bon, je te donne le premier jour de la semaine, je te remets les 5000. D'accord. Et vous constatez automatiquement qu'il est tout content d'avoir... Il est plus motivé. Il est plus motivé. Et c'est pas forcément parce qu'il va gaspiller l'argent, mais il se dit qu'il a un pouvoir à l'instant. J'ai une petite fortune. Une petite fortune. et pour nous, enseignants, de ce dont il s'agit, ce n'est pas
une augmentation de la prime, encore que on peut la souhaiter à juste titre. Avoir la prime ensemble pour que ça constitue véritablement une prime pour la rentrée. Vous voyez, tout le monde, c'est la période où il y a une petite tension financière dans toutes les maisons. Quel que soit votre niveau de revenu, vous avez c'est le moment où on perd le sommeil. Voilà. On est stressé. Oui. Donc, quand ça vient ensemble comme ça, ça peut soulager. Donc, c'est tout ce que les enseignants souhaitent. Et si l'ont, moi, je reste convaincu que les gens constateront que ça va rayonner encore davantage. Tout à fait. Oui. Alors, les outils de travail, vous en avez assez dans les écoles? Les outils de travail, ceux dont l'enseignant a besoin à l'école et fournis par l'école, c'est le dispositif didactique. Et les manuels dont il a besoin sur place, le laboratoire équipé. C'est pas souvent équipé. Hein. Bon, j'ai dit le laboratoire équipé, c'est ce qui est souhaitable. Oui. Bon, maintenant, dans la réalité, c'est qu'on n'a pas toujours ces choses-là. Et c'est ça qui fait la force de l'enseignant ici et de l'enseignant béninois. Même sans moyens, il bosse. Il bosse. Il bosse parfois maladroitement, parfois très bien. Donc, et c'est là que nous intervenons pour aider à ce que, malgré les difficultés de l'environnement, il puisse donner le meilleur de lui-même. Et je crois que si les intentions annoncées et les projets qui se mettent en place prennent complètement corps, ces questions-là seront réglées avec le temps et permettront aux enseignants qui ont la qualification, qui ont l'envie de faire, de donner le meilleur d'eux-mêmes et au système éducatif de sortir grandi de cet environnement-là. Oui. Donc les enseignants veulent, et les enseignants sont prêts. Ils ne demandent qu'à être accompagnés, stimulés, et ça va aller. Oui, vous êtes conseiller pédagogique, mais vous l'aviez mentionné ici, vous donnez aussi des cours, bien entendu, dans votre domaine, sciences de la vie et de la terre. Oui. Le programme que vous exécutez sur les apprenants, est-ce que véritablement ce programme est de qualité? Est-ce que vous-même vous retrouvez dans les programmes? Parce que souvent les gens disent c'est des programmes qu'on nous impose, que les partenaires nous imposent et autres. Est-ce que vous vous retrouvez vraiment? Vous posez là une question très importante. Les programmes d'études sont les programmes qui sont en cours depuis quelques années et qui ont probablement besoin d'être relus, d'être actualisés ou réactualisés. Mais je n'adhère pas à la théorie qui dit que les programmes sont importés. Nous sommes dans une approche curriculaire, approche par compétence. Oui. Et elle est partagée par beaucoup de pays. Et je n'ai pas l'impression que tous ces pays-là aient été pris en otage par quelqu'un qui aurait déposé ce programme-là partout. Bien. Mais une chose est sûre, il y a quelques difficultés dans la traduction des contenus du programme en situation d'apprentissage dans les classes. Et ces difficultés sont liées d'une part aux effectifs et d'autre part au manque de ressources internes au niveau des enseignants qui ont besoin qu'on élève un peu leur niveau pour certains et qui ont besoin d'être renforcés pour d'autres. Et le système aussi a besoin que, en dehors de l'effectif et qu'il y ait du matériel. Vous voyez, vous allez dans une classe et vous constatez à un cours, je vais prendre ma discipline, sciences de la vie et de la terre, et sur 50 élèves,
vous voyez, c'est déjà difficile de rentrer dans l'approche et de faire les choses dans les règles de l'art. Mais la deuxième difficulté, vous constatez que vous avez 3 ou 5 élèves qui ont le manuel de cours. Mais les autres n'en ont pas. Les autres n'en ont pas. Et ça... l'effectif est déjà pléthorique. Mais sans outils de travail. Sans outils de travail. Et là, vous n'avez pas besoin de vous éloigner de Cotonou pour voir ça. Donc, c'est juste à côté. C'est juste à côté. Donc, si on a déjà cette difficulté-là, vous comprenez le caractère titanesque de la charge Mais les outils dont vous parlez, c'est l'État qui met à disposition ou bien ce que les parents achètent pour les enfants? Très bien. Il y a que les manuels de cours dans notre système, c'est les parents qui les achètent. Et il n'y a pas un dispositif qui amène l'État à fournir à chaque apprenant les manuels. Mais il va falloir que on arrive à réfléchir là-dessus. Parce que quand les gens n'ont pas les ressources pour acheter les manuels de cours, et il ne peut pas avoir apprentissage, les principes de l'approche par compétence ne peuvent pas fonctionner dans la classe. C'est vrai que l'apprentissage, les méthodes à utiliser et dans dans l'approche, il n'est pas dit que tout doit se lire dans un livre. On peut faire des sorties, on peut faire des manipulations au laboratoire et tout, mais on a besoin quand même d'avoir des références, des tests, des documents écrits pour faire les allers-retours avec les réalités du terrain. On n'a pas souvent cette possibilité-là et ça participe énormément aux difficultés pour l'atteinte de meilleurs résultats. Donc, si je vous écoute et je vous comprends bien, il n'y a pas à jeter l'anathème sur des programmes d'études, mais il va falloir remplir les conditions pour exécuter ces programmes d'études. C'est ce qu'il faut déjà faire maintenant. Le programme, c'est les autres conditions. Qualité, renforcement de la capacité de l'enseignant, et disponibilité du matériel, et corps de contrôle à cheval. Je vous assure que ça donnera un très bon résultat. Après, on va voir le programme, compte tenu des exigences du marché. Quels sont les aspects sur lesquels il faut agir pour que l'élève qui sort soit capable de se prendre en charge. C'est ça. Entre facilement dans la vie active. Dans la vie active, puisque l'école doit préparer à l'insertion sociale. Tout à fait, parce qu'il ne faut pas former juste pour former. Pour former, voilà. On forme véritablement pour intégrer l'apprenant après dans un dispositif. Et puis, il faut dire que les réflexions sont déjà dans ce sens-là par rapport au programme. Puisque tout dernièrement, à la fin du mois d'août, il y a eu un atelier méthodologique sur les réformes dans l'enseignement secondaire général qui marque un point dans un processus, un point important dans un processus des réformes qui vise à toucher relativement les programmes et tout ce qui l'accompagne et tous les acteurs, renforcement des capacités pour être dans une démarche qualité. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous nous envoyez, que vous nous donnez comme connaissance. Mais après, dans la vie active, tu te demandes mais à quoi ça a servi fondamentalement. Et voilà les aspects sur lesquels il faut les réformes vont travailler. Il faut le faire. Il faut le faire. Forcément. C'est urgent. Alors, vous allez prendre fonction dès lundi. Donc, à quel poste? Je suis enseignant des sciences de la vie et de la terre et je serai donc en classe. C'est pour ça que vous faites la rentrée et non pas pour votre fonction de conseiller pédagogique. Non. Ou bien vous intervenez déjà aussi là? Non, le lundi 18, je serai en classe, je vais faire cours. D'accord. Et à partir de cette semaine-là, nous faisons une petite concertation d'abord au niveau départemental pour lancer les activités des conseillers pédagogiques parce qu'il faut attendre que les élèves, les enseignants démarrent les activités pour aller voir ce qu'ils font. Vous avez déjà fait un tour dans votre école?
Je le ferai demain. Demain. Oui. D'accord. Pour savoir véritablement, oui. je posais la question parce que je voudrais vérifier si les toitures sont en état, si les clôtures, parce qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui viennent à l'antenne pour dire que il y a des murs qui ont cédé, et tout simplement au niveau de certaines écoles, j'allais dire, oui. Des toitures emportées par le vent et autres. Oui. Vous ne connaissez pas ça dans votre école? Dans mon école, c'est vrai que j'y suis pas allé la semaine parce que j'étais dans quelques activités là. Oui. Mais je crois que globalement, puisque il y a eu des rencontres avec l'autorité départementale. Oui. Ça veut dire que les chefs d'établissement qui ont ces situations-là ont dû renseigner l'autorité de celle-ci et travaillent avec intelligence pour que ces éléments-là ne constituent pas un blocage pour le démarrage des activités pédagogiques. Parce que nous sommes en saison pluvieuse là actuellement. Absolument. Et il y a des zones qui sont complètement inondées et difficiles d'accès. Donc les autorités à l'échelle départementale travailleront à ce que ces situations soient conjuguées au passé. Certainement qu'elles prendront des dispositions pour réorienter les élèves ou pour attendre que l'eau laisse la place à l'activité pédagogique. Ce qui quand même crée un déséquilibre. Oui, c'est ce qui va forcément créer un déséquilibre, mais je crois que c'est des choses qui se rattrapent sur l'année. Et carrément, ça devient une routine pour vous. Ça devient vous vous adaptez, vous ajustez les choses au fur et à mesure. C'est ça aussi le métier. D'accord. Flexibilité et de la rigueur aussi. Voilà, la question est pertinente parce que dans un instant, nous allons prendre les auditeurs à partir de 11h15. Nous allons donc dans 3 minutes, on va recevoir les auditeurs. Mais dites-nous ici, si vous devriez donc déployer une formule magique depuis ce studio pour faire accélérer les choses, quelles sont les clés? Qu'est-ce qu'il faut faire pour une année réussie, année scolaire réussie? Ça commence par un bon démarrage. D'accord. Il serait nécessaire que le premier jour de la rentrée, les classes fonctionnent, que les enseignants retrouvent leurs élèves et démarrent effectivement les activités pédagogiques. Première chose. D'accord. Une deuxième chose, que le corps de contrôle travaille à faire les accompagnements. Mais il y a un aspect qu'il ne faut pas qu'on occulte. Il y a un réajustement au niveau du personnel, au niveau départemental, qui est attendu et qui certainement à partir de lundi va intervenir pour que ceux qui doivent être déplacés pour rééquilibrer la répartition des ressources puissent déjà savoir où est-ce qu'ils vont intervenir. Comme c'est à l'intérieur du département, ça ne fait pas souvent beaucoup de bruit et ça ne perturbe pas pour autant. D'accord. Donc si ces choses-là sont réalisées dans le bon timing, je crois que l'année peut démarrer sur les chapeaux de roue et on peut s'attendre à ce que ce qui revient à l'État, à la responsabilité de l'État, surtout par rapport à nos amis AME, eh bien, ils puissent être dans les meilleures conditions. AME, c'est les aspirants au métier de l'enseignant, qui sont des enseignants comme tout le monde, mais dont le statut est relativement différent du statut des autres. Eux aussi commencent la rentrée normalement. Ils commencent la rentrée normalement. Et ils prennent en charge les enfants. Absolument. Donc il faut les mettre dans les mêmes conditions. Oui. C'est vrai que à la rencontre avec le gouvernement
hier. Avant que vous ne continuiez, je voudrais donc dire à tous les auditeurs de Radio Cotonou que vous pouvez donc commencer à nous appeler donc en composant nos différents numéros 40 11 17 18 pour les femmes et le 50 52 52 73 pour les hommes. Et ceux qui donc peut-être ne sont pas en train de trouver la ligne, vous pouvez aussi laisser des messages WhatsApp à notre numéro 50 52 52 73. Vous pouvez continuer. Bien. On parlait tantôt des aspirants. Tout à fait. Oui, c'est vrai que la dernière rencontre avec le gouvernement, il est prévu qu'on leur fasse une avance, ce qui peut psychologiquement et financièrement les motiver un peu, même si ce n'est pas encore ce qu'ils souhaitent vraiment. Et ensuite, il y a la question de leur reversement. Oui. Qui, on me signale qu'il y a déjà un auditeur. On va y revenir sur les AM, véritablement, parce qu'il faut concentrer un peu d'énergie sur eux, parce qu'ils participent donc à la vie de l'école. Auditeur en ligne, bonjour. À qui avons de l'honneur? On m'appelle Simon Narcisse Solomon. D'accord. Nous allons vous demander de bien vouloir arrêter votre pause récepteur, s'il vous plaît. Je me suis éloigné, d'accord, déjà, c'est bon. Ok, c'est bon? Ça va? Non, ça ne va pas. Il faut couper la radio tout simplement. S'éloigner, ce n'est pas toujours la bonne formule. Il faut couper la radio le temps que vous intervenez, après vous rallumer. D'accord? C'est bon? Oui, allez-y maintenant. Ok. Je voudrais remercier d'abord et saluer le conseiller pédagogique, l'invité de l'émission. Oui. Je n'oublie pas Honoré Naoum aussi qui nous a reçu la dernière fois. Ensuite, je voudrais poser deux questions au conseiller pédagogique. Notamment la première question tourne autour de l'appellation. Aujourd'hui, on dit SVT, sans la vie de la terre. Hier, en notre temps où on nous formait, on nous parle de sciences naturelles. Je voudrais demander qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans les appellations. Est-ce que seulement ces appellations, ou bien c'est les programmes, ou bien c'est le contenu des programmes qui a changé? Première question. La deuxième question, c'est autour de sa compétence. Est-ce qu'il intervient dans les établissements privés aussi pour lui apporter aussi son expertise pour que tout se passe très bien dans le pays, étant donné que les établissements aussi ont une contribution, n'est-ce pas, pour la même formation que nous faisons dans le pays, que nous subissons dans le pays. Donc voilà mes deux questions. Je voudrais remercier et souhaiter bon dimanche à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour votre appel. Un autre est en ligne, pas encore. Donc le standard reste ouvert pour vous, auditrices et auditeurs. Tous ceux qui veulent appeler, vous pouvez donc appeler les différents numéros. Je les rappelle rapidement. 40 11 17 18 pour les femmes et le 50 52 52 73 pour les hommes. Un autre auditeur est déjà en ligne, on le prend. Bonjour. Monsieur Rotinam, bonjour. À qui avons de l'honneur? C'est monsieur Achaki de Basile, je vous appelle depuis l'arrondissement de Tambo-Terrier. D'accord, nous vous écoutons. Bien, je remercie votre invité. Mais ce que je ne veux pas apprécier le travail, parce que avec ce qui se passe au collège de Tambo-Terrier ici, les enfants sont à taper le directeur et les professeurs même. Mais ils sont où en ce temps? Celui qui dit qu'on ne peut pas corriger les enfants à l'école, c'est celui-là qui a cassé notre collège, c'est-à-dire enseignant. Parce que moi, j'ai été à l'école. Je sais ce qu'on appelle l'enseignant. Maintenant, les enfants sont commencés par faire la pagaille totalement dans les écoles. C'est pas du tout bien. Il faut parler de cela. Il ne faut pas dire qu'on va faire le programme de l'année. Ça, c'est rien du tout. Comment se fait-il qu'un professeur ne peut pas corriger les enfants? Alors, la langue française, ce n'est pas notre langue. Hein? C'est pas notre langue, c'est pas vrai. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas corriger. C'est pour cela que les élèves sont gâtés complètement. J'ai un enfant qui est à la maison, il n'est pas admis le BPC cette année à l'âge de 17 ans.
Et on n'a pas corrigé, on n'a rien dit. Il a pris ses bagages, il est quitté dans la maison plus de 2 semaines, je ne l'ai pas vu. C'est parce qu'il fait la pagaille à l'école, au collège. D'accord. Et maintenant, on dit qu'on est en train de faire le bon travail. Ah non, du tout pas, je ne suis pas du tout d'accord. D'accord. Oui, c'est tout? Merci. Oui, c'est d'accord. tout, à peu près. Merci. Merci. Vous aurez la réaction de notre invité sur votre problématique, ça c'est sûr. Nous poursuivons donc cette émission. Un autre est déjà en ligne. Allô, bonjour. Prenez toujours le soin d'arrêter votre pause radio avant de passer à l'antenne. Bonjour à vous. Oui, c'est monsieur Fabrice, je vous appelle depuis Cotonou. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok, c'est monsieur Fabrice, je vous appelle depuis Cotonou. Fabrice quoi? Fabrice Dolé. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je salue notre cher invité au conseil pédagogique. Oui. En fait, je m'aimerais intervenir par rapport au fait qu'on a interdit de taper les élèves à l'école. Vous voyez, cette loi qui sont introduite dans l'éducation, vous allez voir que ça ne donne pas en réalité le résultat escompté. Donc, moi, j'aurais souhaité qu'on revoie ça. Et si on peut encore instaurer ça, mais d'une manière à une autre, ça serait bon. Parce qu'avant, vous allez voir que l'éducation avant, dans l'ancien temps, ça donnait. Et les gens apprenaient. Vous voyez? Mais aujourd'hui, vous allez voir, il n'y a plus, comment on dit, en tant que tel, la rigueur dans ce que nous faisons. Donc, ce qui a fait que les enfants ne connaissent plus grand-chose en ce qui concerne l'éducation. Donc, si on peut revoir ça, ça serait bon. Merci à vous. D'accord. Voilà, une préoccupation qui revient donc sur nos antennes. Hein. On apportera une réponse certainement à cette préoccupation-là des auditeurs, donc par rapport aux sanctions qu'il faut infliger donc aux enfants à l'école. Et nous poursuivons toujours. On vous dit que le standard reste ouvert, chers parents, chers auditeurs, tout simplement pour appeler et donner vos avis sur la question. 40 11 17 18 50 52 52 73 pour les hommes. Et vous pouvez aussi nous laisser des messages sur WhatsApp 50 52 52 73. On revient donc au studio en répondant aux questions, mais avant de revenir sur les questions des auditeurs, on parlait des AME. Oui, on parlait des AME, donc oui. C'était pour dire qu'il faut les mettre comme c'était prévu. Oui. Dans les conditions les meilleures pour que ils puissent faire le travail. D'accord. C'est vrai, ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux. Ils ont besoin d'un renforcement de capacités. Mais ça ne veut pas dire que quand on est AME, on est enseignant de mauvaise qualité. Pas du tout. Il y a de très bons enseignants parmi eux. Je voudrais clôturer mon intervention là-dessus en les exhortant à la patience pour que ce qui est prévu comme formation, ce qui est prévu comme le processus prévu pour qu'ils se retrouvent en situation pleinement d'enseignant avec les statuts reconnus par les tests et qui mettent psychologiquement et socialement à l'aise, ne s'installent et qu'ils continuent de faire le travail. La preuve, on leur a déjà même demandé de renouveler leur disponibilité pour les cours. Et oui, les établissements, les administrations dans les établissements ont facilité ces opérations-là. Oui. C'est déjà fait partout. Et ceux qui ont même oublié ou perdu les mots de passe,
ils ont eu la main et tout est déjà fait. Donc, ils sont disponibles pour le travail. Je crois qu'au niveau du gouvernement, il doit y avoir peut-être un petit problème qui fait que le calendrier tel qu'ils l'ont souhaité pour qu'ils puissent aller en formation pour être reversés, ça n'a pas n'a pas encore abouti. Donc, on reste convaincu que ça va se faire. Et pour l'instant, on va faire fonctionner les classes. On poursuit donc avec les réponses aux auditeurs. On prend le premier intervenant, Narcisse Rolonou, qui parle de SVT, les appellations qui changent. Qui changent. Bon, vous savez, les choses sont dynamiques. Les choses sont dynamiques. La masse de savoir qui s'accumule augmente avec le développement des sciences. D'accord. Et ce faisant, les appellations ont bougé dans le temps. Biologie, géologie et sciences naturelles. Et finalement sciences de la vie et de la terre. En fait, c'est pour des appellations qui permettent de couvrir un champ plus vaste et plus réaliste aussi. Ouais, pour dire les choses simplement, pour qu'ils comprennent. On dit sciences de la vie, tout ce qui concerne l'humain, qui concerne l'environnement humain, qui concerne le monde animal, le monde végétal. Maintenant, sciences de la terre pour tout ce qui équivalait à ce qu'on appelait géologie. Donc, c'est comme ça que les choses ont évolué. Et ce n'est pas lié au contenu du programme qu'on s'en va développer. C'est vrai qu'il y a une coïncidence dans les choses. Les réformes sur les programmes ont coïncidé avec ces appellations-là. Donc, il n'y a pas de souci à se faire pour ça. Et il a demandé est-ce que nous avons compétence dans les privés. Tout à fait. Les privés sont dans notre champ d'intervention. Ah bon? Oui, absolument. Donc, le CP va dans le privé comme il va dans un collège public. Et rencontre. Et les portes sont grandement ouvertes? Absolument. Les portes sont ouvertes et rend compte à l'autorité de ce qu'il a constaté là-bas avec la même rigueur que dans le public. Et la preuve, quand la mairie a voulu organiser les TD, c'est et public et privé. Voilà. Donc, et les conseillers ont travaillé à cela dans les deux cas. Quand la direction départementale a voulu faire l'accompagnement, c'est et privé et public. Nous y avons travaillé et les épreuves sont allées. Les collèges privés, et indépendamment de leur dispositif interne, ont récupéré tout ce que nous avons proposé comme outil et ont fait les révisions avec... Alors ces travaux dirigés là, est-ce que ça a eu leur impact, les TD? Absolument. Absolument, absolument, parce que ça a renforcé le dispositif d'accompagnement. Et tout ce qui peut participer à cela a un impact sur les résultats. Est-ce une manière pour dire à la mairie de... Oui, qu'elle ne doit pas reculer. Ne pas raccrocher. Elle n'a même pas... elle ne peut pas raccrocher. Elle nous a embarqués. Nous avons constaté que c'est important. La direction départementale a également son dispositif et tout fonctionne. Je crois qu'il ne faut pas changer le dispositif qui permet de booster les résultats. D'accord. Merci beaucoup à vous. On tombe sur les préoccupations de Adja Kidje, je crois. Qui rejoignent celles de M. Fabrice Dolé. Voilà. Et je crois que ça pose le problème du châtiment corporel à l'école. Et les tests qui interdisent le châtiment corporel... D'abord, qu'est-ce qui peut pousser un apprenant à lever la main sur son formateur, même le directeur, qu'on prend en embuscade? Oui, c'est une question d'éducation. L'éducation... Le problème est où? À l'école ou à la maison? Le problème, on ne va pas le cantonner à un endroit. Il est... Partout. Il part de la maison. Dans la rue. De la maison, de la rue. Et il s'invite à l'école. Il s'invite à l'école. Et ce qu'il faut dire là, c'est que tous les acteurs doivent travailler
à prendre en compte le fait que l'environnement d'aujourd'hui est tout complètement nouveau. Il y a, les choses ne sont plus comme avant où la rigidité permet de maintenir chacun dans son camp. Dans son couloir. Dans son couloir. Donc aujourd'hui, le vent démocratique a fait que la liberté dans la prise de parole est relativement mal interprétée par les élèves de ce niveau-là, et ça se traduit par des comportements très, très décalés. Et il faut que les établissements, la surveillance générale, les préfectures de discipline prennent en compte cette dimension-là, et que les parents restent à l'écoute de l'école aussi. Parce que, vous voyez, il y a des situations par rapport auxquelles, quand les parents sont interpellés, ils ne réagissent pas. Ou bien, quand ils viennent, les réactions sont de nature à accuser encore les responsables de l'école. Ouais. Ou bien, quand l'enfant vient rendre compte de la situation à la maison, au lieu que le parent prenne du recul, il a déjà fait un certain nombre de commentaires qui ont projeté dans l'esprit de l'enfant que c'est l'école et que c'est les responsables à l'école qui sont fautifs, et c'est après qu'il vient et il se rend compte et il fait profil bas, mais ça ne produit plus son effet. Et l'enfant considère que bon, voilà, lui il a pris le dessus sur l'école, sur les responsables, sur son enseignant et autres. Ce n'est pas bien. Et il faut dire que, voyez, l'école, de ce point de vue, est en train de produire du déchet. Parce que tout ça, si on ne prend pas tout ça en main, c'est qu'on ne peut pas attendre un résultat. On ne peut pas attendre un résultat. On ne peut pas étudier dans un environnement conflictuel. Oui. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, il y a que les responsabilités sont partagées. À l'école, nous voudrions que l'administration, les enseignants, qui sont les plus proches des élèves, puisque c'est le temps que l'enfant passe à l'école, il est avec l'enseignant en classe. Il faut que le discours que nous avons... Parce que 8 heures, c'est pas petit. C'est pas petit. Ouais. Le discours que nous avons soit un discours dimensionné, qui éduque, qui coach, qui soit porteur de valeurs. Et c'est en insistant sur ces aspects et en prenant nos élèves comme nos enfants que nous offrons une autre chance d'éducation. En dehors de ce que la maison ou la famille nucléaire, la famille d'accueil lui offre. Et nous sommes fondés à faire ces choses-là dans les règles de l'art parce que nous sommes préparés à cela. Et je ne veux pas dire que les parents ne sont pas préparés, ils le sont à leur façon. Oui. Mais ici, c'est encadré. Et là-bas, il y a un peu comme une succession. Vous voyez? Donc, il est important qu'aujourd'hui, l'impact que nous avons sur les élèves s'agrandisse et de sorte à faire reculer ces dérives-là. Mais est-ce que le problème ne réside pas aussi dans la jeunesse ou des formateurs? On a des formateurs aujourd'hui très jeunes. Oui. C'était pas le cas. Est-ce qu'il ne faut pas exiger un certain nombre d'années avant de rentrer dans cette dynamique? C'est vrai qu'il n'y a pas... on peut avoir des calés, mais... De toute façon, oui. J'ai envie de vous dire, moi, quand j'ai commencé ma première année d'enseignement, j'avais dans ma classe un élève qui était plus âgé que moi. Voilà une réalité simple. En terminale. Oui. Mais jamais je n'ai connu cette situation de conflit ouvert avec eux. Parce que j'étais coaché. Voilà.
parce que il faut se préparer. Il faut se préparer. À devenir enseignant. À devenir enseignant. Parce que j'étais cocher et j'ai géré cette situation. Après, je me suis rendu compte, j'ai dit, bon, voilà, ça... Dis donc, comment ça a pu se passer? Voilà. Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais un coach, j'avais un accompagnateur qui me mettait sur la route, me disait, bon, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire ceci, voilà comment il faut faire cela. Parce que le discours de l'enseignant peut aussi mettre hors d'état absolument n'importe quel apprenant. Tout à fait. S'il n'est pas rassuré, ouais, l'apprentissage, c'est déjà un moment de difficulté programmée, mais désirable. Vous voyez? Et si le discours que l'enseignant a n'est pas de nature à le rassurer, à le motiver, ça peut être un élément déstabilisateur et créer un environnement conflictuel par conséquent. Donc, il est important que, enseignants que nous sommes, on fasse preuve de maturité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas mûr, qu'on fasse preuve de maturité et d'écoute vis-à-vis de ces enfants qui sont parfois dans le désarroi aussi. Les parents qui vivent peut-être des choses à la maison. Des choses, oui, très difficiles à la maison. Les parents qui n'ont pas les ressources. Il est venu à l'école le matin, il n'a pas l'argent pour le petit déjeuner. Donc, vous voyez, et vous vous mettez devant lui et vous dites, voilà, vous donnez des ordres. Il faut faire ceci, il faut faire ça. Ou bien même ridiculiser des fois. Ou à la limite ridiculiser. Ça parce arrive. qu'il a mal exécuté un exercice qu'on lui a confié. C'est vrai. C'est des cas qui arrivent. Mais c'est des choses sur lesquelles nous intervenons aussi auprès de nos collègues et des enseignants. Et nous en avons discuté pendant les journées pour les questions de décrochage. Parce que le discours de l'enseignant peut être un déstabilisateur et démotivateur. Il faut faire attention. Parce qu'il y a les mots des apprenants, après avoir passé une journée, rentrent à la maison et ne reviennent plus. Tout à fait. Compte tenu de ce qu'il a vécu. De ce qu'il a vécu. Et j'ai connu, ce n'est pas à l'école, et à la maison, une marâtre qui a dit à sa fille, tu réfléchis à l'envers. C'est pourquoi à l'école, les résultats ne sont pas bons. Elle a pleuré toute la journée. C'est ça. C'est comme un enseignant qui a dit à un élève, la série C, c'est pas une prescription médicale. Bon. Oui, c'est les choses qu'il faut que nous évitions. Oui. Et je crois qu'ils sont à l'écoute et que chacun fera en sorte. Mais ce qui est clair. Oui. Parce que quand vous écoutez les parents, même ceux qui ont appelé, c'est comme si on rêve de la lanière encore dans les écoles. Non. Il faut l'oublier. Il faut l'oublier. Le châtiment corporel n'a pas sa place à l'école. L'école est le lieu pour élever le niveau de l'élève, non pas pour le brutaliser, pour le violenter. Donc, tout ce qui peut rentrer ou conduire à une violence sur l'élève, c'est proscrit. Tout simplement. C'est proscrit. Qu'elle soit physique, violence psychologique, violence morale, c'est proscrit. Donc, nous exhortons les enseignants, les collègues, à faire en sorte de sortir complètement de ce champ pour que l'école soit le lieu désirable par l'élève. Pour que l'école soit vraiment le lieu où l'enfant vient retrouver une famille. On ne dira pas plus que ça. D'accord. Oui. Alors, il y a Emmanuel Avlessi qui nous a laissé un message sur WhatsApp. Oui. Il dit, je salue mon cher invité, le conseiller pédagogique. Alors, la rentrée est fixée pour le 18 septembre 2023, la pré-rentrée prévue pour demain. Actuellement, certaines salles de classe sont sans toiture
Exemple, école de Davatin, dans l'arrondissement d'Agblangandon, école d'Agbali-Lamet, toujours dans le même arrondissement. Comment les apprenants peuvent étudier dans ces situations? Chers conseillers pédagogiques, d'où viennent les manuels scolaires qu'on nous vend avant la rentrée? Pourquoi le gouvernement attend le dernier jour pour faire sortir les manuels? Voilà, c'est ce que nous dit Emmanuel Ablessi. Plusieurs questions. Hein. Oui, plusieurs questions. D'abord, oui. je voudrais... Il y a un intervenant? On va prendre le tout dernier intervenant. Ok. Bonjour. Bonjour. Ah. Martin Denis-Avodé, l'instituteur à la retraite. Très bien. D'accord, je vous laisse la parole avant qu'on ne se coince. Ah oui. Nous vous écoutons. Je fais un grand répondant à votre convive. D'accord. Merci. Quand il est invité, mais quand il est entré au studio, il est devenu notre convive. D'accord. Merci bien. Je lui présente, je suis sur son horizon pour lui dire ceci. D'abord, que l'école est une société dont la bonne marche exige un certain nombre de principes et de lois. L'interdiction du châtiment corporel. Le châtiment corporel est formellement interdit. L'article 100 du Code du Soleil. Est-ce qu'il connaît le livre du Code du Soleil depuis 1956? Oui. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Et je lui précise que la beauté de la langue française réside dans le respect strict de la concordance des temps. C'est ce que je ne retrouve pas souvent dans ses propos. En tout cas, s'il m'excuse, oui. je lui présente mes sincères excuses. Oui. Oui. Deuxième chose, oui. AME, moi je ne sais pas ce que ça signifie. Est-ce que c'est un sigle ou bien c'est un nom? AME. Ce sont les aspirants. Les aspirants, on doit dire aspirants au métier de l'enseignement. Oui, c'est ça. Avant de dire A point, M point, E point. Tout le monde, oui, c'est sincère. C'est ça. Oui, les gens actuellement oublient les articles avec les noms. Donc, on prend les sigles comme des noms. Merci beaucoup, on se coince. On se coince. Martin Denis-Avodé, oui, dans son style que nous connaissons ici à Radio Cotonou. Okay. Voilà, donc on revient sur les questions de Emmanuel Ablessi. Oui, mais avant d'aller à Emmanuel, j'ai aimé le style de M. Martin, oui. Et qui me met à l'aise. Il n'y a pas de souci. Oui. Le Code Soleil, je le connais. Il y a pas et je crois que j'ai dit le châtiment corporel, il est interdit depuis toujours. C'est ça. Ce n'est pas une question qui date de maintenant. Et depuis que nous on fréquentait, c'était déjà interdit. Seulement que il n'y a pas, comme aujourd'hui, un battage médiatique autour de la question. Voilà. Et aujourd'hui, le grand nombre de moyens de communication et l'accès facile au réseau permet de discuter de ces questions et de l'amplifier. Donc, je suis d'accord avec lui, châtiment corporel, c'est proscrit, ça ne doit pas arriver. Et j'ai lu chez lui toute la rigueur de l'instituteur d'antan et je m'incline devant cette rigueur-là. J'en suis un peu produit et je suis 100% fils d'enseignant. D'accord. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Okay. Il y a ma prise de parole, je crois, j'ai fait comme si j'étais dans le monde enseignant, alors que je m'adresse à un public très diversifié. Les AME, c'est les aspirants au métier de l'enseignant. C'est ça. Et j'ai dit c'est plus facile à dire d'ailleurs. C'est plus facile à dire. Les AME, c'est un raccourci. Oui. C'est plus facile. Bon. Et donc toutes mes excuses et si j'ai égratigné les principes qui lui sont chers. Tout à fait. Et voilà. Quand on revient à Emmanuel Ablessi, qui dit les écoles délabrées et tout, comment les apprenants peuvent étudier dans ces situations? De toute façon, si l'école espace géographique pour aller étudier n'est pas prête, il peut pas avoir rentrée. Où il y aura rentrée ailleurs. Donc, je reste convaincu que les cas particuliers
où les infrastructures sont en souffrance. La rentrée du 18 se fera avec quelques petites difficultés. Et les dispositions idoines et locales seront certainement prises par les autorités qui sont en charge de ces zones-là pour que les choses se rattrapent très rapidement dans le temps. D'accord. Il dit, cher conseiller pédagogique, d'où viennent les manuels scolaires qu'on nous vend avant la rentrée, les manuels scolaires. Il a dit deux choses à ce propos. Oui. Le gouvernement n'attend pas le dernier moment pour envoyer les manuels. Le gouvernement prend les dispositions par les ministères concernés et les structures spécialisées pour que les manuels qui doivent être utilisés dans les classes soient connus des utilisateurs. D'accord. La deuxième situation à laquelle on fait face, c'est que ces manuels sont confectionnés par des promoteurs. C'est eux qui doivent pouvoir mettre ils ont eu des agréments. Des agréments, puisqu'ils ont confectionné des documents qu'ils ont mis dans le système, qu'ils ont déposé pour obtenir l'avis d'utilisation. Tout à fait. Le gouvernement, par les structures spécialisées, donne son point de vue et dit bon, ça répond aux critères pour que ces manuels puissent être utilisés dans le système éducatif. Maintenant, à eux de rendre disponible le manuel. Et c'est là que nous sommes souvent en difficulté, où la rentrée démarre et le manuel n'est pas toujours disponible. Mais il y a des voies de détour. Et les enseignants n'attendent pas cela. On propose des photocopies. On propose des photocopies pour y aller et nous les accompagnons dans ce sens-là. D'accord. Oui. On va s'adresser maintenant pour aller vers la fin de cette émission à chaque entité qui sont tous ceux qui sont donc engagés dans la vie de l'école. Je voudrais qu'on commence d'abord par les autorités. Bien. Quel message vous avez pour les autorités de notre pays par rapport à la rentrée là et durant toute l'année scolaire? Je voudrais qu'elles puissent honorer les engagements des différents acteurs. Les promesses qui sont faites, qu'elles soient tenues et dans le temps pour que ces acteurs ne soient pas obligés de regarder derrière alors qu'il y a urgence. D'accord. Je voudrais également que le corps de contrôle se mette très rapidement au travail dès la reprise pour que les accompagnements, les conseils puissent suivre en même temps afin qu'il y ait moins de choses à corriger après. D'accord. Et pour les parents, je voudrais souhaiter qu'ils considèrent... Avant d'aller chez les parents, moi je vous invite plutôt chez les formateurs, les enseignants. Chez les enseignants, oui. Après les autorités... Oui, c'est les enseignants. Je voudrais que chaque enseignant considère qu'il est en mission pour la République et conformément à son cahier de charge. Est-ce qu'ils le savent? Si. Que c'est une mission républicaine? La preuve, ils étaient la journée. D'accord. Et que chaque enseignant, par rapport à son cahier de charge, puisse exécuter la mission avec rigueur et efficacité. Que les élèves, qu'ils fassent peu de flexibilité là où il faut, c'est ça, de rigueur là où il le faut aussi, et considèrent que chaque élève est comme un enfant à lui. Et comme un tuteur. Et voilà. Et pour lequel il doit travailler pour faire en sorte qu'il devienne une ressource qui va profiter à toute la nation. C'est ça. C'est important. C'est important. Aux apprenants? Aux apprenants, je voudrais qu'ils considèrent que l'école est une seconde famille. Et là où on vient pour s'élever
du point de vue de l'acquisition des connaissances et du point de vue de la préparation à l'insertion à la vie sociale. Je voudrais qu'il fasse preuve de discipline et qu'il se concentre durant l'année aux questions d'études. Nous avons aujourd'hui la chance que le gouvernement a pris à bras le corps la question de la cybercriminalité qui avait commencé par perturber les jeunes et à les dévier des questions d'études. Ce n'est pas le bon chemin. Qu'ils se concentrent sur les études, qu'ils se forment pour demain se prendre en charge. Véritablement. Alors, les parents, vous étiez très intéressé par les parents. Les parents, oui. Parce qu'ils sont le relais après l'école, qu'ils considèrent que l'année scolaire est le moment pour que les élèves soient mieux suivis parce que ils sont dans des allers-retours pour des tâches scolaires et il faut qu'on crée l'environnement qui permette d'arriver à la maison de faire le relais sur ce qui a été fait en classe avec l'enseignant. Ça voudrait dire quoi? Qu'il les aide à retourner dans leur cours quand ils reviennent à la maison, même s'ils ne sont pas vraiment spécialistes de la chose. Il peut créer les conditions pour que cela se réalise. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement aller chercher un répétiteur et autres. Tout le monde n'en a pas les ressources. Mais il suffit de mettre en place une petite organisation pour que l'élève sache qu'arrivé à la maison, il n'y a pas d'autres tâches plus lourdes qui occupent le temps son temps au point où il ne puisse compléter, renforcer, faire des exercices, apprendre les leçons, même lire simplement. Même lire simplement comme ce qui est. De réduire le temps, de faire en sorte que le temps passé devant les écrans soit considérablement réduit. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas le droit d'aller voir la télé. Il peut aller suivre le journal. Oui. C'est un moment de prise d'information. C'est important. Pour la culture générale. Donc, les parents qui laissent les portables à leurs enfants, qu'ils fassent en sorte que le portable soit non plus un outil de distraction, mais un outil qui peut servir à renforcer ce qui a été fait en classe. Et qu'il veille à son utilisation en temps limité. Et faire en sorte que l'enfant qui va se coucher ne rentre pas dans la chambre avec son portable. La tentation est déjà là. C'est ça. Donc, il va consulter toute la nuit. Le matin, il vient à l'école, il est fatigué. Donc, qu'il prenne ces petites mesures-là et s'assure que quand on est allé à l'école, on a pris note de ce qui a été fait. Et quand on est revenu, on a travaillé sur ce qui est prévu pour être fait le lendemain. D'accord. Votre mot de fin. Merci, monsieur le journaliste. Pour clôturer. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Le plaisir est partagé. Et pour discuter des questions de l'école. Merci aux auditeurs qui nous ont suivis. Et très bonne pré-rentrée aux collègues et à tous les élèves. Pré-rentrée psychologique pour eux. D'accord. Et bonne rentrée des classes si on ne se voyait plus. Monsieur Yvon Mwendéou, vous êtes conseiller pédagogique des sciences de la vie et de la terre SVT. Vous avez accepté de nous accompagner aujourd'hui sur l'émission Font parler pour parler de la rentrée scolaire
2023-2024 et vous avez donné donc quelques clés de réussite. Les auditeurs vous ont suivi et nous allons tout simplement demander que chacun puisse prendre les dispositions nécessaires pour que l'année soit une réussite pour chacun et chacune, pourquoi pas. Fidèles auditrices et auditeurs, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, au micro Honoré Naoum et à la prise de vue Job Chike. Restez câblés 94.3. Bonne suite de journée dominicale à vous. Merci.